70 ans, c'est cette année l'anniversaire de l'école des pupilles de l'air. Initialement créée à Grenoble, elle est aujourd'hui basée à Montbonneau. 70 ans, ça se fête. Et pour l'occasion, un immense meeting aérien est organisé ici sur l'aéroport de Grenoble-Isère. Bonjour à tous et bienvenue sur le tarmac de l'aéroport de Saint-Étienne de Saint-Joire. Émission exceptionnelle pour vous faire vivre un meeting aérien qui l'est tout autant. Un tel show n'avait pas été organisé dans notre région depuis 20 ans. Il était impensable pour Télé Grenoble de ne pas être ici, de ne pas partager ce moment avec vous. Ensemble, nous découvrirons cette fameuse école des pupilles de l'air de Montbonneau. Elle accueille cette année 800 élèves et on a vu passer plus de 15 000, dont l'actuel leader de la patrouille de France. La PAF, qui est la vitrine du savoir-faire de l'armée de l'air française. Nous découvrirons ces pilotes d'élite et leur travail d'exceptionnelle précision aux commandes de leur Alpha Jet. La Breitling Jet Team est également ici. C'est la seule patrouille professionnelle civile à voler sur jet. Ces figures audacieuses de voltige vous laisseront sans voix, des barriques aux volutes en passant par les 360 degrés en canard. Et puis nous voyagerons dans le temps grâce aux passionnés de l'association Histoire d'elle. Ils collectionnent et retapent des avions de légende, les Spitfire, les Morane Saunier ou encore les Sea Fury. Vous voilà prêts pour le décollage. Attachez vos ceintures, le vol peut démarrer. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Moi, je suis venue voir les avions parce que moi, en fait, j'adore l'aviation. Et tous mes descendants, ils étaient dans l'aviation et voilà pourquoi j'aime ça. Cathy Arazo, donc vous avez fait sensation en arrivant ici sur le tarmac de l'aéroport Grenoble-Isère, à bord de cet appareil que vous allez nous présenter. Oui, mais c'est un Boeing Stearman, un beau biplan de 300 chevaux qui les a plus beaucoup aujourd'hui, qui n'en a plus beaucoup aujourd'hui. Qui date de quelle époque? Oh, c'est de l'entre-deux-guerres. Et qui a servi au combat? Non, c'était un avion école qui est arrivé juste avant le T6. Alors, vous avez fait sensation, je le disais, une femme aux commandes d'un biplan, c'est pas commun? Non, c'est surtout ces avions qui ne sont plus communs. J'ai la chance d'appartenir à l'association Aéro Rétro, qui est basée à Saint-Rambert. Et ces gens-là m'ont suffisamment fait confiance pour me permettre aujourd'hui de le présenter. Donc c'est avec honneur que je l'ai fait et beaucoup de plaisir. Alors, les difficultés et les sensations quand on est derrière le manche. Sur ce genre d'appareils, c'est qu'ils sont assez lourds, qui n'ont plus rien à voir avec les avions modernes qu'on a aujourd'hui, qui ont un rapport poids-puissance plus intéressant. Mais quand on le pilote, on a toute l'histoire dans les mains de ces avions-là, toute la confiance que me fait l'équipe qui travaille dessus. Et bon, de pouvoir piloter la tête à l'air, c'est toujours sympa. Alors comment vous en êtes venu à cette passion? Quand est-ce que vous avez découvert cette passion? En fait, moi j'ai eu la chance de grandir à côté d'un aérodrome, donc je ne sais pas quand ça a débuté, ça a toujours existé chez moi. J'ai toujours voulu être pilote, donc voilà. Quel plaisir vous y trouvez? Est-ce que vous pilotez d'autres appareils, lesquels? Alors oui, je pilote d'autres appareils, je pilote des avions de voltige, je pilote des avions de chasse, Fouga Magister, L-39 sur Nîmes, Nîmes-Garon, et moi-même je suis pilote de Canadair sur la base de Marignane. D'accord, donc vous êtes pilote professionnel, qu'on comprenne bien. Tout à fait, pilote professionnel, depuis une dizaine d'années. Et vous pilotez aussi donc pour votre plaisir, pour votre temps libre. On fait que piloter ou est-ce qu'on fait un peu de mécanique aussi sur ce genre d'appareil? On donne un coup de main à la mécanique. Moi, je ne suis pas mécanicienne, donc je fais avec mes petits moyens. Je ne demande qu'à apprendre. Et dans les associations, c'est chacun met un peu de ce qu'il a. Donc on se retrouve et on essaye de partager autour du travail aussi. Donc je les aide.
sur le tarmac ici à l'aéroport de Grenoble-Isère à l'occasion de cet exceptionnel meeting aérien qui fête les 70 ans de l'école des pupilles de l'air de Montbonneau. Avec nous Alain Flottard, l'une des chevilles ouvrières essentielles de ce meeting, président de l'association Histoire d'elle. C'est un beau succès d'abord, hein. C'est vrai, je pense que le temps y est pour beaucoup, mais que l'ensemble des médias, dont vous bien sûr, ont contribué à ce succès, à rameuter un peu toute la région pour cet événement qui, il faut le dire, n'avait pas eu lieu depuis 20 ans maintenant. Alors le programme y est aussi pour beaucoup, hein, et notamment ce rassemblement d'avions anciens, des avions des années 40 pour beaucoup. Alors, traditionnellement, dans un meeting, il y a une partie d'avions modernes, ce qui est le cas ici, puisqu'il y a les Rafales et les avions les plus modernes. Et puis, il y a derrière nous un Spitfire, qui est vraiment l'avion par excellence, qui symbolise, je dirais, la victoire des Alliés contre le nazisme. C'est ce Spitfire, ce cracheur de feu, hein, autrement dit, qu'on appelait aussi la soupolée. Oui, il avait plusieurs noms, je dirais plusieurs surnoms, parce que c'était un avion compliqué à piloter, pas toujours facile, mais foncièrement habile par rapport je dirais, aux avions allemands. Un avion très utilisé par la Royal Air Force, hein, durant la Seconde Guerre mondiale, c'est ça? Exactement, et ils ont là aussi le culte du souvenir, puisque ce sont les seuls à avoir encore une escadrille de Spitfire en état au sein de la Royal Air Force. Quelques-uns des autres appareils qu'on voit derrière nous. On avait un Morane Saunier, je crois. Alors oui, de l'autre côté des Rafales, on a effectivement un Morane Saunier, qui est le seul exemplaire au monde. Et puis, il faut aussi remarquer que cette année, en France, on fête les 100 ans de Morane Saunier. C'est aussi pour ça qu'il y avait ce Morane Saunier ici. Un avion qui est né dans les années 30, là aussi un avion de chasse, hein. Exactement, un avion de chasse qui était un excellent avion. Simplement, il n'y en avait peut-être pas tout à fait assez en face des avions allemands. Également en bout de piste, un Sea Ferry. Exactement, un Sea Fury qui a les couleurs néo-zélandaises et qui est un avion qui a volé dans les antipodes, mais qui a aussi contribué au succès des Alliés pour la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Un des monomoteurs les plus rapides. Certes, c'est vraiment un avion, vous allez voir tout à l'heure, et les spectateurs le constateront, extraordinaire au niveau des performances et de la puissance de cette machine. Alors beaucoup d'avions anciens, des années 40, des années 50. C'est la raison d'être de l'association Histoire d'elle, des passionnés qui collectionnent et retapent. Exactement, le but premier de tout ça, c'est effectivement de retrouver des avions pas toujours en bon état, de les retaper, de les repeindre, de les restaurer et puis de les garder en état de vol. Vrai patrimoine. C'est vrai que l'aviation fait partie du patrimoine de la France. Nous avons un musée de l'air. On est peut-être un peu moins chauvin que les Anglais, un peu moins initiés au patrimoine, mais c'est quelque chose qu'on doit conserver d'une manière impérative. Évidemment, le succès ne se dément pas. Qu'est-ce qui intéresse, à votre avis, ce public? Des enfants de quelques années jusqu'aux plus vieux? Mais je crois que l'aviation fait toujours rêver, c'est ce qui fait plaisir. Les enfants rêvent tous les jours de voler en avion et aujourd'hui c'est la preuve, il y a la moitié du public qui sont des enfants et c'est vrai que c'est vraiment c'est sympa pour nous. Merci, on va en tout cas assister aux démonstrations maintenant. Merci Alain Flottard. Je vous en prie.
fête donc cette année ses 70 ans, l'école des pupilles de l'air de Montbonneau, créée en 1941. Elle accueille cette année près de 800 élèves en collège, en lycée et en classe préparatoire aux grandes écoles. Avec nous pour en parler le colonel Odile Bouni qui commande l'école des pupilles de l'air. Bonjour colonel. Bonjour, merci de me recevoir. Alors l'école des pupilles de l'air était destinée initialement en priorité aux enfants ayant perdu un parent en service. C'est plus le cas aujourd'hui. Effectivement, à l'origine, elle était créée pour accueillir les pupilles de l'aéronautique, donc les enfants des militaires aviateurs qui avaient péri entre 1933, création de l'école de l'armée de l'air, et surtout la bataille de France en 1940, où plus d'1 millier d'avions se sont abattus sur le nord de la France. Aujourd'hui, à la rentrée 2010, nous avions encore malgré tout 3 pupilles de la nation issus du combat d'Indochine, 51 orphelins et plus d'une centaine d'enfants en difficulté sociale sévère. Donc nous avons toujours une vocation sociale. Nous sommes là pour accueillir les enfants des familles de militaires, de fonctionnaires ou des familles issues de tous les milieux, à condition que les enfants soient boursiers. Voilà. Alors c'est un site de 21 hectares situé à Montbonneau au pied de la Chartreuse. C'est une école mixte aujourd'hui encore. Bien sûr, nous avons 30% de filles. L'école c'est une caserne quasiment autonome avec sa piscine, sa poste, son service de sécurité, son coiffeur. Bien sûr. Étant donné que nous avons un internat de longue durée, les enfants restent chez nous jusqu'aux vacances scolaires. Ils rentrent très rarement chez eux le week-end. Donc il faut que nous ayons toutes les structures pour pouvoir leur assurer le meilleur bien-être possible. Colonel Bouni, les cours qui sont dispensés, les cours de sport notamment, invitent évidemment les jeunes à découvrir les sports aériens. Alors, normalement, nos moniteurs de sport leur enseignent bien évidemment les matières demandées dans le cadre de l'éducation nationale et dans le cadre de leur formation scolaire classique. Néanmoins, effectivement, l'école offre aux élèves du lycée les plus méritants et surtout aux classes préparatoires une initiation au monde de l'aérologie et donc ils peuvent découvrir les joies du vol à voile au sein de l'école. Revenons sur ces classes préparatoires. Beaucoup de dossiers de demande. Très peu d'élus au final. Effectivement, pour une place, nous avons à peu près 10 dossiers, oui, effectivement. Nous recevons chaque année 64 élèves en classe de mathématiques supérieures et nous avons une forte attractivité. Oui, quasiment 10 fois plus de dossiers pour l'entrée. La discipline, la rigueur, évidemment. Oui, ce sont des qualités, des valeurs qui sont indispensables pour le métier de militaire et surtout pour l'aviation, qui est une armée très professionnalisée et très technique. Donc il faut beaucoup de rigueur, beaucoup de méthodes, beaucoup de procédures. Et donc effectivement, lors de les valeurs que nous essayons d'inculquer dans nos classes préparatoires sont les valeurs initiales qu'on demande à un officier. Vos élèves portent l'uniforme ? Nos élèves portent l'uniforme. Alors un uniforme de cérémonie que vous avez pu voir aujourd'hui, mais qu'ils portent très rarement, à 2-3 reprises dans l'année. Mais plus généralement, ils ont un polo et un jean et des baskets, comme tous les jeunes d'aujourd'hui. Et alors un polo par couleur en fonction des niveaux. Exactement, oui. Le collège a la couleur rouge, le lycée bleu ciel et les élèves de classe préparatoire vert. Alors quel est le taux de réussite? Évidemment, c'est la question que tout le monde se pose à l'école des pupilles de l'air. Alors le taux de réussite est bon, nous pouvons même dire excellent, dans des résultats du bac qui frôlent les 100% chaque année. Ce que je tiens à souligner, c'est que ça n'est pas dû à une sélectivité en seconde ou en première, c'est dû aux conditions d'enseignement qui sont dispensées, des classes à 24 élèves, des études dirigées le soir, un système de tutorat qui permet à l'enfant de pouvoir travailler ses lacunes. Et je crois que ce que nous nous attachons avec l'équipe pédagogique et le proviseur, M. Roger, c'est surtout d'inculquer des méthodes de travail aux jeunes et de la persévérance dans l'effort. Alors une école créée en 1941, je le disais, 800 élèves cette année et près de 15 000 depuis le début. Quelques-uns ont brillamment réussi. Oui, tout à fait, y compris dans tous les milieux, et que ce soit des milieux civils ou des milieux militaires. Nous en retrouvons à la fois dans le milieu universitaire, des docteurs, des chercheurs, l'industrie, bien sûr. Colonel Odile Bouni, merci beaucoup et bon anniversaire à votre école. Merci.
ici sur le tarmac de l'aéroport de Grenoble-Isère, la Breitling Jet Team. On va apprécier cet après-midi ces exceptionnelles voltiges aériennes. C'est la seule patrouille professionnelle civile qui évolue sur jet. Avec nous, le leader et le créateur de la patrouille, Jacques Bottelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes dit Speedy. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je pense que je mets une certaine pression effectivement pour que les choses se fassent, une certaine énergie, donc c'est l'origine de ce surnom, oui. Alors votre patrouille vole sur des Albatros, 7 Albatros. Oui, absolument, la patrouille c'est 7 avions et notre programme qui fait à peu près 25 minutes essaie de produire, voilà, c'est un spectacle. Le but c'est d'arriver à générer une émotion positive et non pas une angoisse pour les spectateurs avec l'esthétique des formations, du fumigène, de la musique. On essaie d'émerveiller les spectateurs. Des voltiges particulièrement époustouflants. Quelques exemples de figures que vous proposerez cet après-midi. Alors l'avantage c'est que nous sommes une patrouille qui a une grande expérience puisque c'est la 9e année que la patrouille Breitling existe et on ne change pas les pilotes. Donc ça veut dire qu'on capitalise beaucoup sur l'habitude de travailler ensemble, ce qui je pense est positif en matière à la fois de qualité, de précision et de sécurité. Le spectacle qu'on va vous proposer, il y a au départ de la voltige en formation avec cet avion. Après, on sépare les avions. Il y a un certain nombre de croisements. Le but, c'est de capter l'attention des spectateurs et de la conserver pendant les 25 minutes du show et d'aller crescendo avec différents tableaux, différentes choses. Mais c'est difficile à décrire. Je vous laisse un peu la surprise. Alors, on va filmer cet après-midi votre programme. Quand même, quelques noms de figures. J'évoquais tout à l'heure un canard. Alors, on a plein de figures qui sont... des différentes dénominations, donc Callisto, Chronomate, Black Diamond, Blackbird, différentes choses. En fait, ce sont avec cet avion, on a un choix de différentes formations de composition de la formation avec les différents avions en différentes positions, parce qu'il ne faut pas faire 2 fois la même chose dans la même formation, parce que sinon le public a l'impression d'avoir vu 10 fois. Donc il faut varier, il faut changer. Ça rajoute d'ailleurs de la complication vis-à-vis de l'exécution pour nous en termes de travail. On a aussi pas mal de croisements. On a également la page roll qui est une figure que nous avons créée avec un avion qui tourne autour de 4 autres avions, qui a été copié d'ailleurs à peu près dans le monde entier par à peu près toutes les patrouilles, mais c'est nous qui l'avons créé. Donc voilà, c'est un peu le menu du jour. Ce qui est exceptionnel dans vos évolutions, c'est la proximité entre les avions. Alors les avions sont près, c'est 2,50 m, 3 mètres. Des fois c'est moins, des fois c'est plus, mais la moyenne c'est aux alentours de 3 mètres. Oui, c'est très près, sachant qu'en début de figure, les avions sont à peu près entre 600 et 650 km/h. Donc oui, c'est assez proche. Petit curriculum vitae, vous êtes un pilote particulièrement expérimenté, plus de 11 000 heures de vol à votre compteur. Oui, la particularité, c'est que je pense être un des pilotes qui, dans sa vie, a fait le plus de démonstrations dans le monde. Je suis à 2800 démonstrations dans 29 pays et je ne connais pas de pilote qui en ait fait plus. Mais très honnêtement, les démonstrations qui sont faites ne m'intéressent pas. Moi, celle qui m'intéresse, c'est celle de cet après-midi, celle du week-end prochain, celle du futur. Donc, que ressent un pilote à l'intérieur de cet Albatros? C'est moins 4G jusqu'à plus 8G, c'est ça? On prend principalement des accélérations positives. Quand on dit plus 8G, ça veut dire qu'on peut effectivement avoir l'impression de peser jusqu'à 8 fois son poids. C'est un problème de force centrifuge, sensation d'être taxé sur le siège. Donc c'est vraiment assez physique, y compris pour le système cardiovasculaire. Donc oui, il faut être en forme pour faire ça. C'est assez exigeant. Quel est le profil des pilotes qui vous accompagnent? Alors tous les pilotes qui volent avec moi ont été pilotes de combat dans l'armée de l'air. Certains ont été d'ailleurs à la patrouille de France. Et ils ont tous effectivement cette expérience de l'armée de l'air et la plupart également de la présentation en vol sur jet dans l'armée de l'air.
impressionnant. Sûr qu'il en impose. Avec sa silhouette massive, ses 6 tonnes 100, le Tigre soulève l'émotion quand il pointe le bout du nez. Cet hélicoptère appui protection est conçu par Eurocopter dans le cadre d'un programme franco-allemand. Il est au service de l'aviation légère de l'armée de terre depuis 2005 et projeté en Afghanistan depuis 2009. Son rôle, appuyer les troupes au sol et escorter les hélicoptères de manœuvre qui mettent à terre les commandos. L'appareil est ainsi équipé d'un important système d'armes. On a vraiment un système d'armes qui à la fois peut délivrer des feux avec un canon de 30 ou des roquettes ou du missile RR si besoin. Le Tigre peut contenir 450 obus et 68 roquettes. Quant à sa manœuvrabilité, elle est si performante qu'elle autorise le looping. Une prouesse de pilotage dans les yeux du public, un simple geste pour le pilote. C'était un rêve quand on était tous un petit peu enfants. Mais en fait, les choses arrivent relativement naturellement et en fait, on vit avec. On n'a pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. Mais quand les gens nous le disent, on peut imaginer que ça fait rêver de voler sur ce type de machine. Mais c'est pas plus difficile qu'une voiture. C'est un enchaînement de figures qui met à la fois en valeur les savoir-faire techniques des pilotes de l'aviation légère de l'armée de terre et à la fois les capacités de manœuvrabilité et de maniabilité de l'appareil.
Retour sur le tarmac ici de l'aéroport de Grenoble-Isère à l'occasion du meeting aérien qui fête les 70 ans de l'école des pupilles de l'air de Montbonneau. On est ici devant le célèbre Rafale de l'armée de l'air française avec le capitaine Michael Brocard qui est pilote de Rafale. Bonjour mon capitaine. Bonjour à tout le monde. Alors présentation de cet appareil qui équipe l'armée de l'air depuis 2001, c'est ça? Qui équipe l'armée de l'air depuis exactement depuis 2005. La Rafale est arrivée en 2005 à Mont-de-Marsan et en 2006 sur la base aérienne de Saint-Dizier. Alors on est devant un appareil qui, tout équipé, coûte 150 millions d'euros à peu près, hein? Je n'ai pas les prix exacts, je pense que c'est un petit peu moins quand même. Alors quand on est aux commandes d'un appareil comme ça, quel effet ça fait? D'abord, essayez de nous faire vivre cette intensité. À la fois c'est un grand honneur puis un plaisir tous les jours de monter dans l'avion, de mettre en route, de décoller, de réussir un vol et sa mission de la journée. Donc c'est une satisfaction personnelle tous les jours de voler sur le Rafale. Alors le Rafale est toujours très populaire parce qu'il est très reconnaissable. Ses ailes et son volume d'ailes, sa surface d'ailes le rend très reconnaissable. Oui, en plus avec ses canards devant, on reconnaît bien l'avion avec une géométrie assez particulière. Donc c'est vrai que par rapport au Mirage 2000, on reconnaît rapidement un Rafale. Alors à quelle vitesse on vole en puissance maximale là? Alors le Rafale vole en démonstration, on arrive à Mach 0,95. En vol opérationnel, le Rafale peut voler jusqu'à Mach 1,6, c'est-à-dire grosso modo pratiquement de 1000 km/h. Voilà, 2000-2200 km/h. On a ici un appareil qui est capable de porter la frappe nucléaire, hein, c'est ça? Tout à fait, le Rafale est omnirole, c'est-à-dire qu'il peut effectuer différentes missions, soit d'attaque au sol, soit de défense aérienne, de reconnaissance et de bombardement nucléaire. Alors on a ici dans le public beaucoup d'enfants qui sont admiratifs, qui vous admirent. Comment on devient pilote d'un avion de chasse? En fait, il y a deux filières pour entrer dans l'armée de l'air en tant que pilote. On rentre soit en tant qu'officier sous contrat après le bac et un concours militaire. À l'issue, on rentre dans les écoles militaires où on suit un cursus et après on est affecté en escadron. Soit on rentre après le bac, on fait une préparation ou maths sup maths spé pour préparer l'école de l'air et rentrer en tant qu'officier sous carrière. On va pas se mentir, c'est très très sélectif. C'est sélectif, mais il ne faut pas se démotiver, puis il faut le tenter jusqu'au bout. Alors, tout à l'heure, vous allez décoller vers 17h. Quel va être le programme de votre démonstration? Alors, le programme il dure 8 minutes 30, c'est décollage, prise de vitesse, départ en boucle. Ensuite, ça enchaîne différentes figures comme des boucles, des tonneaux, des passages lents, des passages rapides. Ça va assez vite. Difficulté d'exercice? La difficulté, c'est que ces 8 à 9 minutes, en fait, c'est très dense, beaucoup de facteurs de charge, donc beaucoup de fatigue. Et le plus dur, c'est l'orientation spatiale, en fait, pour bien respecter l'axe et pour que tout le monde se fasse plaisir au niveau de la démonstration. Le quotidien d'un pilote de chasse, comment on s'entraîne? Le quotidien, en fait, la vie de l'escadron, ça commence un petit peu avant 8h, ça se termine des fois à 23h ou minuit en fonction des vols de nuit. Ça commence par un petit rassemblement avec un briefing météo. Et à l'issue, chacun vaque à son occupation, donc soit un simulateur, soit les vols, ou la préparation, des briefings. Et aussi, il y a des cellules, différentes cellules dans les escadrons, que ça peut être préparation des détachements, instruction, etc. Alors là, on va vous voir tout à l'heure aux commandes pour une exhibition, un vol d'exhibition. Est-ce que vous êtes parti en mission sur le terrain de guerre? Oui, j'ai participé donc en 2001 à l'Irak, à la fin de l'Irak, après au Kosovo en 98 et 99 et en Afghanistan en 2007. La longévité de carrière d'un pilote de chasse? Alors, grosso modo, sous contrat, on est limité à une vingtaine d'années. Moi j'avais 17 ans, il me reste 3 ans. Et sinon, pour les officiers sous carrière, ça va être un petit peu plus longtemps. Merci beaucoup mon capitaine, merci. Plaisir, bonne journée. Ça va les oreilles? Ça va. Mais bon, on s'est protégé un peu quand même. Impressionnant. Franchement. Super, magnifique. Là, ça allait quand même vite. J'aimerais pas être à la place du pilote.
Les milliers de spectateurs venus aujourd'hui sur l'aéroport de Grenoble-Isère pour fêter les 70 ans de l'école des pupilles de l'air, organisée en partie par l'association Histoire d'elle, l'attendent avec une grande impatience. Elle est légendaire, elle est le symbole du savoir-faire et du prestige de l'armée de l'air française. C'est bien sûr la patrouille de France. Née en 1953, elle est l'une des plus prestigieuses patrouilles aériennes au monde. Elle représente le summum d'une carrière pour un pilote. Ils ont tous au moins 1500 heures de vol au compteur. Ils sont sélectionnés évidemment pour leur parfaite maîtrise des Alpha Jets, mais aussi pour leur esprit de cohésion, leur sens du travail en équipe. Une fois en vol, les 8 pilotes ne doivent faire plus qu'un. Reportage. C'est un peu comme un semi-dieu. Je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux quand on est français. Ils font des acrobaties vraiment incroyables. Créateurs de rêves, porteurs de valeurs, semeurs de vocations, les magiciens de l'air emballent les cœurs à chacune de leurs apparitions. 6 mois par an, les démonstrations se suivent, les réactions se ressemblent. Mais qui sont donc ces hommes? Quelles sont donc les ficelles d'une pareille organisation? Visite dans les coulisses du prestige de la patrouille de France. La patrouille de France, c'est avant tout faire rêver. Alors bien sûr, c'est aussi représenter les ailes françaises et pourquoi pas, si ça marche, susciter des vocations pour attirer les plus jeunes de nos concitoyens vers les métiers de l'armée de l'air qui sont bien sûr le métier de pilote mais également de mécanicien qui met en œuvre, de pilote de transport, de photo-vidéo, enfin tout un tas de panels de métiers qui existent dans l'armée de l'air. Puis c'est aussi bien sûr d'être un peu des ambassadeurs à l'étranger, puis aussi ambassadeurs de valeurs, la rigueur, le travail, la pugnacité. C'est une belle manière de présenter nos couleurs françaises, je crois, surtout quand on voit l'éclatement final qui est ce drapeau national. C'est, je pense, une vraie ambassadrice de nos valeurs, plus en France peut-être qu'à l'étranger encore. Et c'est pour faire rayonner ces valeurs, pour valoriser ce savoir-faire unique des ailes françaises, que l'armée de l'air tient à faire perdurer la tradition de la patrouille de France au sein de la défense. Les pilotes ne sont du reste pas des spécialistes de la démonstration, tous sont des officiers volontaires issus de différentes unités de l'armée de l'air qui justifient d'un minimum de 1500 heures de vol. Pour certains, l'année dernière ou l'année d'avant, ils étaient engagés en Afghanistan en opération extérieure. C'est vraiment les mêmes que vous trouvez en Libye aujourd'hui et à la patrouille de France. Donc ce sont des pilotes de chasse, des mécaniciens des unités de combat de l'armée de l'air et tout le personnel en fait, qui est engagé aujourd'hui en opération, eh bien, c'est le même que vous trouvez à la patrouille de France. On a tous à peu près passé quelques années dans les escadrons. On a fait des missions, pour certains des missions opérationnelles sur les théâtres d'opération. Et voilà, on était des pilotes qui représentions notre pays dans une autre mission. Et là, on est venu défendre les couleurs de la France dans le ciel français ou étranger pour montrer le savoir-faire, l'expertise et représenter tous nos compatriotes qui sont en détachement. Et aujourd'hui, leur quotidien d'ambassadeur se décline selon les saisons. L'hiver de mi-octobre à mi-mai, pilotes et mécaniciens réalisent 180 missions et autant d'heures de vol, ce qui représente toute une année d'activité d'un pilote de chasse au sein d'un escadron classique. Une période très intense consacrée à la préparation de la démonstration pour l'été suivant. Ce jour-là, à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, toute l'équipe essuie les plâtres de la nouvelle saison et met à l'épreuve son organisation logistique. Il y a toute une petite équipe, l'officier des relations publiques et puis bien sûr les logisticiens et les agents d'opération qui eux vont avoir pour mission, au-delà de l'aspect administratif d'une unité, quelle qu'elle soit dans l'armée de l'air, eh bien de préparer cet été qui est très rapide et qui enchaîne très vite en faisant en sorte bien que tous les contacts soient pris aux organisateurs, que les hôtels soient réglés, que les transports soient réglés, que en fait je dirais que pour eux, la synthèse du travail, c'est un petit document que j'ai là dans la poche et sur lequel il y a marqué heure par heure, minute par minute, ce qu'on va faire. Dont la gestion des sollicitations des médias. À peine débarqués de Salon de Provence sur le tarmac de l'aéroport de Grenoble-Isère, les pilotes excitent la curiosité des journalistes. Attendez, on parle à l'oreillette. C'est dans combien de temps derrière moi, s'il vous plaît, ça va venir. Non, on se mettra. C'est dans combien de temps? Ouais, ça change de temps de contrôle. C'est d'habitude, j'ai le son dans les deux oreilles.
Pendant ce temps, toute l'organisation technique et matérielle se met en place autour du Transal C-160. C'est un avion de transport tactique qui sert à tout un tas d'opérations, en particulier l'évacuation des ressortissants récemment bien utilisés en Côte d'Ivoire. Mais c'est aussi l'avion qui accompagne la patrouille de France pendant tous ses déplacements durant la saison estivale. Sans lui, il n'y a pas de patrouille parce que dedans, il y a toutes les pièces de rechange, tous les mécanos supplémentaires pour le dépannage des avions. Et puis en fait, c'est un petit peu la piste volante, c'est-à-dire que toute la documentation technique qu'il faut mettre à jour entre chaque tour de vol effectué. L'appareil transporte aussi un outil indispensable, le point central. Le point central, en fait, c'est une petite unité mobile qu'on a avec nous, qui est une radio avec toutes les fréquences qui sont nécessaires pour travailler, mis en œuvre par le pilote remplaçant, et une caméra vidéo pour le spécialiste photo-vidéo qui filme la patrouille, ce qui permettra de débriefer à l'issue ce soir, soit ici, soit retour à l'hôtel, l'ensemble de la patrouille se réunira pour débriefer le vol, voir les erreurs. Chaque vol est débriefé et un nouveau vol n'est réalisé que si le précédent a été débriefé. Donc on doit l'insérer dans le planning. Le débriefing, ce sera pour plus tard. Pour l'heure, place au briefing ou comment préparer un vol en fonction des conditions. Donc là, on va décoller d'ici 1 heure. Je vais briefer dans 15 minutes. Donc maintenant, d'ores et déjà, je vais avoir besoin de ces informations-là, si ça ne me dérange pas. C'est d'avoir la météo de manière complètement locale, c'est-à-dire qu'il faut faire appel aux gens qui connaissent la météo locale, parce que souvent, à quelques nautiques, c'est-à-dire à quelques kilomètres près, la météo change. Et c'est le cas quand il y a du relief, comme dans la région d'Isère. Donc c'est important que j'appelle la météo du terrain, parce qu'il doit y avoir un vieux météorologue qui connaît bien la météo du terrain. Allô ? Ah, très bien, le vieux météorologue est là, à l'autre bout. Nous sommes en direct sur... Non, alors je voudrais donc la nébulosité prévue pour dans 1 heure, s'il vous plaît. 3/8 de cumulus à 5000 pieds, on n'aura rien en dessous. Parfait, très bien. Une fois les paramètres pris en considération, la répétition peut commencer. Dans le jargon, on appelle ça faire la musique. Boucle. Et tourne à droite. Et à l'horizontale, et cadence. Fumée coupée, top. Je rends du trim. Et on y va. Boucle. Très grande flèche, top. Très grande flèche, la fumée top. Je rends du trim. En concorde, fumée coupée, top. Concorde. Virage à gauche, j'incline. Cadence. 2-7, entièrement top. Diamant. Le groupe est dans sa bulle de concentration, les objectifs s'éloignent. Pendant ce temps, les mécaniciens passent l'engin au peigne fin, un engin taillé sur mesure pour le pilote. C'est un peu la spécificité de cette patrouille de France. Leur emploi et l'utilisation en particulier du compensateur, le type de pilotage nécessite vraiment que chaque pilote ait son avion. Ils peuvent utiliser, c'est pour ça qu'il y a 10 avions pour en avoir 8 en l'air, les 2 avions de remplacement, mais c'est du remplacement. C'est déjà une situation dégradée qui va rendre pour eux plus difficile la mission. Donc ça, c'est l'objectif des mécanos, bien avoir prêt tous les jours de l'année, le matin et le midi, et pareil en saison, les 10 avions que vont utiliser la patrouille, 8 en vol et 2 en remplacement. C'est notre avion. Voilà, c'est l'avion du mécano. Et avant tout l'avion du mécano qui le prête à son pilote. Et chacun a ses petites manies, ses petites spécificités, donc on essaye de faire au mieux pour le préparer pour le pilote. Alors pour vous, ça consiste en quoi? Alors déjà tout d'abord à préparer l'avion le matin avant le vol, donc ce qu'on appelle la visite avant vol, qui consiste à faire le tour de tout l'aéronef et de vérifier l'intégrité de tout l'avion, qu'il n'y ait pas de fuite, pas de problème ou panne survenue entre chaque vol. Le vol, le voilà, prouesse pour le public, simple technique pour le pilote, dont l'expérience à bord de son engin lui permet de relativiser la prise de risque, même si les petites frayeurs ne sont pas exclues. On évite. Ça n'empêche que voilà, c'est comme quand on prend sa voiture, parfois on se fait peur parce qu'il y a quelqu'un qui n'était pas là où il fallait, mais nous on a moins de chances de se faire peur parce qu'on sait exactement où on va, on sait exactement les réactions de chacun, on sait exactement ce qu'on doit faire en cas de souci, donc c'est beaucoup plus sain
que de prendre sa voiture pour aller au supermarché. Même si les entraînements sont difficiles, les vols sont parfois difficiles, eh bien ce défi, ce combat, on éprouve du plaisir à le relever et à essayer d'être chaque fois un petit peu meilleur et de progresser. C'est une aventure humaine qui est extraordinaire. On apprend beaucoup sur chacun d'entre nous et sur les réactions par rapport à un groupe ou individuellement. Une aventure humaine qui s'enrichit de cette cohésion qui trace quelques parenthèses de franche camaraderie. Ah oui, tout à fait, c'est très important. Pour ça, ça fait partie de l'équipe, voilà, effectivement, de garder un esprit d'équipe, une cohésion, de la taquinerie, du chipotage, voilà, il est chatouilleux, je sais pas. Là-haut aussi? Non, là-haut c'est quand même sérieux. On se chipote pas trop, on se taquine pas trop. Avant le vol et pendant le vol, on est très sérieux, et très rigoureux. Donc c'est parti, voilà, la fumée tricolore et le premier passage public. Donc cette figure s'appelle le diamant. Donc aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de nuages ou très peu, on va effectuer la série beau temps. Et la figure, le changement de configuration que vous venez voir, donc on vient de passer en Concorde. Donc c'est dans cette configuration du Concorde que la patrouille va effectuer ce qu'on appelle un tourne à droite. Donc lors de cette figure, les 8 avions amorcent une boucle et ne la terminent pas, ils partent sur la droite pour ressortir de la figure à 90 degrés. Donc ils arrivaient perpendiculaires à l'axe de la piste et se retrouvent maintenant parallèles à l'axe de la piste. Et donc la patrouille se retrouve en grande flèche. Pour une boucle avec cette fois la fumée blanche. Donc les 6 premiers avions se rassemblent pendant que le leader solo et le second solo préparent un évitement à 2 avions cette fois. Donc, toute la patrouille est en forme de tunnel et le leader solo, voilà, passe au milieu du tunnel. Et donc ces 2 avions, le leader solo et le second solo, vont effectuer la figure qu'on appelle le ticking clock, c'est-à-dire qu'ils vont simuler une horloge. Donc l'avion de devant représente la petite aiguille, l'avion de derrière représente la grande aiguille et tourne autour de la petite aiguille. Et voilà, les 6 autres avions arrivent et vont faire la figure que tous les Français nous demandent et qu'on est obligé de réaliser absolument chaque année, c'est le cœur. Voilà. Donc 3 avions de chaque côté, ce qui en fait 6, et les 2 solos qui vont aller percer le cœur d'une flèche. Donc malheureusement avec le vent qu'il y a aujourd'hui, il va pas rester longtemps dans le ciel grenoblois. J'espère néanmoins qu'il sera beau. Voilà, et vous voyez arriver à gauche la flèche donc voilà, ils vont passer simultanément sur le dos, sur le ventre. Quand il y en a un sur le dos, l'autre sur le ventre. Fardonné, allumé, la fumée. Et les 4 points.
les avions partent dans toutes les directions et arrosent à 360 degrés. Les 70 ans de l'école des pupilles de l'air de Montbonneau, dignement fêtés ici à l'aéroport Grenoble-Isère. Considérable succès pour ce meeting aérien organisé par Histoire d'Elle. La dextérité des pilotes, la beauté des appareils présentés et l'audace des voltiges réalisés ont fait chavirer le public venu très très nombreux. Autant d'émotions que Télé Grenoble tenait à vous faire partager. C'est trop bien! Plus que trop bien. Ouais, c'est vraiment trop génial. C'est trop cool.